Mesdames et messieurs, bonsoir à tous. Je suis ravi de vous accueillir pour cette nouvelle émission, cet épisode 12, cette fois du devoir de tout dire et du droit de tout savoir avec Virginie Dornier. Donc ce soir, nous allons continuer le dossier concernant Marianne, le fameux timbre, la franc-maçonnerie et les symboles de la République. Donc merci de mettre un pouce, de partager l'émission, de vous abonner à la chaîne. Les ouvrages pour nous accompagner derrière moi, avec notamment Pierre Matt, Agenda 2030, Enquête sur un virus Covid-19 de Philippe Aymar, Serge Monast, l'intégrale, C19 de Patrick Le Drapier, Protéger les mineurs de l'idéologie totalitaire de Maître Virginie Darojoreca, La pelote de laine de Mathieu Biasotto, La liberté confisquée, les deux ouvrages de Serge Abad Gallardo, à savoir La conversion d'un franc-maçon et franc-maçonnerie et politique, et les deux ouvrages de Xavier Bazin, Antivax toi-même et Big Pharma démasqué. Je rappelle à titre personnel que je n'ai aucun lien d'intérêt avec Virginie Dornier, que je suis apartisan et asyndical, que mon casier judiciaire est vierge, je ne suis pas suicidaire et je rappelle également que mon invité est entièrement responsable de ses propos et de ses actions. Donc je vous dis à tout de suite. Mesdames et messieurs, bonsoir à tous. Bon, je vous laisse lire, je vous laisse travailler, Nicolas. Allez. Bonsoir Virginie. Bonsoir Nicolas. Merci d'être présent pour cet épisode 12, où nous allons reprendre, là où nous étions à l'épisode 11 à la fin, c'est-à-dire directement à ceci. Alors ceci représente l'androgynie maçonnique à la mer selon les saint-simoniens, la face cachée de l'AREM. Alors l'AREM, sachant que, nous sommes dans le dossier 3, mensonges et trahison avec, donc 244 pages de dossier. Nous avons évoqué Marianne, le symbole de Marianne, l'androgynie de Marianne, les symboles de la République et la franc-maçonnerie. Donc là, nous ne faisons que reprendre ce dossier. Qu'est-ce que tu veux nous en dire pour faire une courte synthèse de ce qu'on a vu dans l'épisode précédent pour ensuite faire la transition avec ce soir, s'il te plaît? Alors, nous allons décrypter un à un chaque symbole de la République. On a commencé par Marianne, qui est un symbole androgyne par excellence, qui reprend de façon détournée la généalogie christique, donc Anne et Marie, en remontant le temps. Et on va aborder par la suite différents courants hermétiques occultes qui sont toujours d'actualité en 2026. Et là, on s'était arrêté à ce qui est une illustration Google, donc on appelle un doodle. Les doodles sont des bannières spécifiques qui commémorent une date particulière ou un événement particulier. Et cet artiste peintre du 1800 et quelques, j'ai plus les années en date, est une artiste peintre française homosexuelle qui avait bénéficié d'une autorisation de travestissement dont le père était saint-simonien et qui effectivement nous introduit dans ce qu'est le saint-simonisme, un courant hermétique, religieux, parallèle au courant franc-maçon de l'époque. Et c'est important de connaître différents courants hermétiques occultes qui ont toujours existence en sous-cape à l'heure actuelle. Je pense avoir résumé. Oui, 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 justement, le saint-simonisme, c'est intéressant parce que ça, déjà, ça prend pas la même appellation que franc-maçonnerie. Déjà, ça fait référence à Saint-Simon. Alors, Euh,
justement, Voilà. l'avantage, c'est qu'on va pouvoir se pencher sur ce qu'est le saint-simonisme et tu vas Mmh. pouvoir lire. Donc, le saint-simonisme, On pourrait avec, en rire si c'était pas aussi grave. mais il faut avoir ce recul nécessaire et plus on s'instruit, plus on se consolide en termes de racines. Et il est plus facile de jouer ou de faire le roseau avec la bourrasque qui nous assaille depuis pas mal de temps. Donc c'est l'importance de nourrir le terrain, de se cultiver, quels que soient les sujets, de renforcer ses connaissances et ses compétences, quelles qu'elles soient, pour justement ne pas jouer les girouettes et d'être campé sur ses positions parce qu'on sait de quoi on parle. Et c'est valable pour tout à chacun. Donc le saint-simonisme, j'avais repris les définitions donc du Centre national des ressources textuelles et lexicales. Donc c'est la page 62. Et si tu veux bien, je te laisse la parole pour la lecture de ce qu'est le saint-simonisme. Alors, le saint-simonisme est une doctrine économique et sociale élaborée par le comte de Saint-Simon, 1760-1825, et ses disciples qui préconisent l'association, l'amélioration du sort des plus nombreux, l'effacement du politique au profit de l'économie et qui est à l'origine de plusieurs tendances de la pensée moderne, en particulier l'industrialisme, le socialisme, le positivisme, la technocratie, l'internationalisme. Le babouvisme n'avait pas été la négation de la Révolution, mais au contraire sa pulsation la plus hardie. Le fouriérisme et le saint-simonisme ne sont pas la négation, la restriction de la vie moderne, mais au contraire son élargissement passionné. Partout donc et toujours, le socialisme est une force vivante dans le sens et l'ardent courant de la vie, d'après Jaurès. Le scélérat, tout à fait Régence, essayait bien de me dépraver, de me prêcher le saint-simonisme en fait de femme, de me donner des idées de grand seigneur, d'après Balzac. Bon, le babouvisme, je précise que ce n'est pas une formation dévoyée du bouvisme ou de quoi que ce soit d'autre, hein, au cas où. Voilà. Je connaissais même pas ce terme, le babouvisme. Ah, mais il y a à boire et à manger, si on peut dire. Exactement, ouais. Donc, ce courant-là, saint-simonien, il est parallèle à la deuxième, troisième République française. Et donc, on voit les prémices de la gauche actuelle. C'est ça, parce que quand on lit, l'association l'amélioration du sort des plus nombreux. Donc déjà, ça fait penser au progrès pour les pauvres, grosso modo, moi je le lis comme ça. Ensuite, l'effacement du politique au profit de l'économie. Donc déjà, il y a le côté, voilà, qu'est-ce que le politique? Qu'est-ce que l'économie? Ça veut dire qu'on évoque l'économie de marché. Il y a un côté presque macroniste avant l'heure puisque on n'a plus de politiciens, on a, des gens qui, font tout sauf de la politique, et puis en plus qui est à l'origine de plusieurs tendances comme, le socialisme, le positivisme, l'internationalisme, bon la technocratie bien sûr. Il manque plus que l'universalisme et puis, on est presque sous Lénine quoi, c'est, Eh voilà. bien, on doit différents courants, effectivement, au saint-simonisme. Tout est intriqué, hein, puisque c'est un système d'encapsulage. On doit le marxisme, on doit le féminisme, on doit l'industrialisation, l'européanisation, la société pyramidale, fondée sur les intellectuels, les banques et les ingénieurs, le macronisme, donc au fur et à mesure de la chronologie. Et donc, parmi les saint-simoniens, nous avions Napoléon III. Voilà. D'accord. Donc, c'est dans les pages suivantes, je résume. Il y avait également la tendance saint-simonien dans les grandes écoles, même si les écoles d'ingé, les mines sont franc-maçonnes historiquement. Et là où c'est important de comprendre l'impact, le poids de ce mouvement-là saint-simonien, c'est que c'est un courant religieux. Ils se définissaient ainsi. Donc, ils étaient basés à Paris
et vers Montmartre, il me semble. J'ai plus les textes Mmh. dans la tête. Et donc, en page 64, il y a ce qu'est la doctrine saint-simonienne. Alors justement, je m'arrête sur un point parce que comme tu le dis, on trouve Napoléon III dans ce courant-là. Sachant que pour résumer, donc le saint-simonisme, ça évoque le marxisme, le féminisme, l'industrialisation, l'européanisation, la société pyramide fondée sur des intellectuels, des banques, des ingénieurs et le macronisme. Je pensais à la société fabienne aussi avec qui, j'ai fait, avec, Giorgio Bombassei, on a fait une émission sur, la société fabienne qui est issue, du Royaume-Uni, au 19e siècle et qui est un courant plutôt de gauche, progressiste, et cetera, où il y a beaucoup d'intellectuels dedans, donc ça me faisait penser à ça aussi. Et puis tu nous dis que on trouve notamment Napoléon III qui ressemble à bien des égards à Macron sur la personnalité et la carrière politique et que Napoléon III a été parachuté en politique au moment où la Seconde République a vu le jour. 1848-1851, si mes souvenirs sont bons, ça a duré 3 ans, qu'il a bénéficié d'appuis francs-maçons et saint-simoniens pour asseoir sa gouvernance. D'ailleurs, quand on va dans le Grand Orient de France en 1972, où Fred Zeller est le maître du Grand Orient, cette image d'archive, je ne peux plus la diffuser sur YouTube parce que je suis censuré à chaque fois, mais je l'ai fait il y a encore un an, je pouvais le faire, début 2025. Mais on voit que les francs-maçons revendiquent eh bien, leur putsch, leur coup d'État concernant la révolution bourgeoise de 1789, c'est comme ça qu'ils l'appellent, ou encore, je crois, 1830 et 1848. Voilà, rien que ça. Donc on voit qu'il et il y a un buste de Marianne juste dessus. Voilà, donc Alors tout est Marianne, c'était l'épisode dernier, donc l'épisode 11, tout à qui reprend les fondamentaux androgyniques des francs-maçons, donc qui est pré-adamique dans l'histoire, si tu veux. Donc l'androgyne, c'est un des symboles forts des francs-maçonneries dite nouvelle, instaurée à partir de 1717. Et au fil des dossiers, on prend chaque élément majeur, chaque symbole majeur porté par les courants maçonniques et affiliés. Et l'enjeu des dossiers, si enjeu il y a, c'est de lever les paupières, donc d'ouvrir les yeux, puisque occulte, ça vient d'oculus, l'œil, et de voir que nous sommes immergés, submergés par de la franc-maçonnerie, par de l'occultisme à tous les niveaux, à tous les étages, et qu'en plus, on nous fait y adhérer à l'insu de notre plein gré, comme dirait Richard, comme le pacte de sang des timbres Marianne. Donc le saint-simonisme, je vais prendre le relais si tu es d'accord. Vas-y, je t'en Je prie. vais juste lire l'encart de la page 64. C'est la doctrine initiale de Saint-Simon. Saint-Simon est mobilisé par la recherche d'un principe universel capable de sous-tendre une philosophie conçue comme la science générale, c'est-à-dire la synthèse des sciences particulières. La gravitation universelle fera office de principe unique. Saint-Simon propose donc de remplacer l'idée abstraite de Dieu par la loi universelle de la gravitation, loi à laquelle Dieu aurait soumis l'univers. Newton l'a découverte, mais 5 géants en avaient précédemment posé les bases: Copernic, Kepler, Galilée, Huygens et Descartes. Il affirme qu'en y mettant les ménagements convenables, la philosophie de la gravitation peut remplacer successivement et sans secousse, par des idées plus claires et plus précises, tous les principes de morale utiles que la théologie enseigne. L'inversion. C'est ce qu'on subit. Alors, je coupe le texte et je reprendrai après. C'est exactement ce à quoi nous sommes confrontés de génération en génération, à savoir que tout ce qui est moral
et en lien avec nos racines chrétiennes et dissous au fur et à mesure. Donc c'est ça le fondement de la société France aujourd'hui. Donc je reprends. Il affirme qu'en y mettant les ménagements convenables, la philosophie de la gravitation peut remplacer successivement, donc par strates, d'où l'importance des 7 présidents de l'Apocalypse, à savoir que de façon stratifiée, ils vont dissoudre pas à pas, corps à corps, chaque, chaque élément qui font société. Et donc, dans la lettre d'un habitant de Genève à ses contemporains en 1803, il conçoit le projet de l'ouverture d'une souscription devant le tombeau de Newton, posant ainsi le fondement d'une sorte de religion de la science. Les fondements d'une religion de la science. Il est le produit du courant matérialiste qui s'est affirmé au XVIIIe siècle, auquel il réinjecte une dimension spiritualiste et utopiste. Et donc, Napoléon III était saint-simonien. On a eu un dirigeant saint-simonien en 1848. Et on retournera par la suite sur le cas de Napoléon III, et notamment le Grand Sceau de France, qui scelle tous les textes fondateurs de la République depuis 1848. Et dans l'un des dossiers, je ne sais plus lequel, je décrypte l'avers, le revers du Grand Sceau de France pour donner le volet obscur, magique de ce Grand Sceau de France qui nous scelle et qui scelle notre sort. Et c'est pour ça que dans un épisode précédent, j'avais évoqué l'exorcisme de la France. Puisque nous sommes sous un sort depuis fort, fort longtemps. D'accord. Alors, Kepler. C'est très intéressant là, parce qu'on a vraiment en plus les origines, la sémantique aussi, pour savoir ce que c'est que le scientisme, religion de la science, c'est ça. Le covidisme est une forme de scientisme, oui, le covidisme est devenu du scientisme pour beaucoup, alors en réalité, la science n'est pas une religion par nature. Alors, elle l'est devenue. Elle l'est devenue, oui, mais Elle est devenue, elle a été initiée par le mouvement saint-simonien qui n'a cessé de se perpétuer depuis 1848. Alors, le Kepler, c'est un des 5 géants que j'ai cités dans l'extrait. Kepler, sur la cour centrale du Louvre, qui entoure, en vision aérienne, mais ça fait partie des illustrations au cours des dossiers, on a un élément lié à Kepler, ça doit être l'astrologie ou l'astronomie selon Kepler, et en vue aérienne, c'est ce qui entoure la pyramide du Louvre, par exemple. Donc tous les symboles hermétiques sont visibles si on aiguise sa vision, son œil. Si vraiment on fait travailler sa vision, et je reviens à l'anneau de la mémoire qui se trouve au cimetière militaire dans le nord de la France, qui représente en vue aérienne l'œil d'Horus. Et on voit en fait l'implémentation stratifiée de l'influence occulte égyptienne, qui s'est initiée avec Napoléon, les campagnes égyptiennes de Napoléon, la pierre de Rosette, etc. Le Grand Orient, entre autres. oui, donc finalement, la pierre de Rosette, Champollion et compagnie étaient déjà des symboles occultes. Alors, Ou pas? oui et non. Oui, parce que c'est caché à la vue de tous, mais non dans le sens où il faut savoir de quoi on parle en termes de polarisation. Occulte, c'est comme les volets occultants, ça cache la lumière, ça cache la connaissance. Donc, derrière ton rideau, tu peux avoir quelque chose de positif, comme tu peux avoir quelque chose de négatif. La polarisation des événements ou des choses ou des mots est importante.
Louer soit le Seigneur, j'en avais parlé, soit c'est le Seigneur l'égorgeur, celui qui te fait une saignée, soit c'est le Seigneur, donc celui qui est censé être le puissant, mais de façon positive. Selon... voilà. Je vais pas, si je pars et il faut Non, que mais je j'ai reste compris, centrée. j'ai compris. Je D'accord. reste Donc centrée. là, on est sur page 66 sur Barthélemy Prosper Enfantin, chef de la religion saint-simonienne, et saint Amand Bazard, l'un des deux pères suprêmes de la religion saint-simonienne. Et ce n'est pas Jacques Martin, parce que c'était la remarque que je m'étais faite en regardant les illustrations. Voilà. D'accord. C'est juste une Ouais. petite parenthèse comme ça, de contexte quand je faisais les recherches et les dossiers. Alors, le lien entre le saint-simonisme et la République en marche. Il faut comprendre que l'être suprême, donc qui est androgyne, ça c'est ce qu'on a vu, pour les Saint-Simoniens, leur mouvement était vraiment sulfureux dans tous les sens du terme, et il y avait 2 pères suprêmes pour une mère suprême. La mère, la REM, la REM. Ouais. L'influence donc du saint-simonisme sur le parti politique, la REM. Bon, déjà, il y a le symbole en arc là qui fait un peu comme un monument au-dessus du sigle LAREM. Euh, Ça fait référence à quoi d'après toi, ça? C'est l'Assemblée nationale. Oui, c'est ça, l'Assemblée nationale, hein. Mais Mais on dirait presque un monument grec, tu vois. Il y a un côté un c'est peu le principe, pardon, acropole, tout ça. Hmm. je t'ai coupé la parole. Mais c'est les Non, principes non. des amphithéâtres, hein, où le port de la voix est amplifié en fonction de l'architecture. C'est ni plus ni moins ça. Mais ça montre aussi l'encapsulage dans lequel nous sommes enfermés depuis très très longtemps. Là, je ne l'ai pas avec moi, ma matrioshka, mais la matrioshka, les poupées russes, qui initialement étaient des poupées asiatiques, et donc représentaient chaque monde encapsulé, du plus condensé au plus volatile, éthérique. Donc c'est ça l'encapsulage. C'est le fait d'avoir des fréquences, des univers imbriqués les uns aux autres, dans les autres. Donc la République en marche, la REM, est une descendante, directe, indirecte, du saint-simonisme. Alors, D'accord. je préfère prévenir parce que j'ai refeuilleté mon dossier là avant l'enregistrement. Il y aura beaucoup de définitions. Il y Oui, aura mais beaucoup. c'est par là que ça passe pour mieux comprendre, donc c'est pas un problème. On va vous épargner les définitions parce que sinon on n'en finirait pas et l'objectif ce n'est pas de faire de vous lire les dossiers, ça sert à rien, je l'aurais fait en podcast bien avant, mais c'est pour vous donner une photographie, un daguerreotype de ce que nous vivons et dans le monde dans lequel on vit. Alors, on va essayer d'avancer un petit peu puisque Marianne l'engageait, le timbre de la première législature à partir de 2017, ça signifiait que la France était mise en gage. Les pages suivantes sont destinées à vous expliquer ce qu'est la cryptologie. Donc, je suis allée farfouiller un petit peu partout sur l'histoire de la cryptologie, qui était considérée comme une arme de guerre. Donc, je vous épargne les détails parce que franchement, c'est barbant. On va dire ça comme ça. Mais il y a tout le cheminement, y compris en termes de loi, sur ce qu'est la cryptologie, avec des textes de loi de 1990 qui occultent le tiers décideur, je crois, je ne sais plus. Et vous aurez des extraits de la CNIL pour ce qui concerne la cryptologie, puisque il faut comprendre que tout est hybride, militaire, civil. Et qu'en effaçant la frontière entre le militaire et le civil, donc le complexe militaro-industriel, des termes supposément civils sont typiquement militaires. Et comme on est à l'ère
de la cryptanalyse ou de l'argent crypté, etc., on a délité, rendu comment dire, informel, invisible, euh, totalement volatile la notion militaire de la cryptologie. Et quand je te dis ça, j'ai un moment d'intense solitude, Nicolas, en me disant, mais bon sang, je vais les perdre de l'autre côté dans le salon. Non, Non, pas du tout, pas du tout. Non, non, je t'écoute. Non, la cryptologie. Non, mais c'est fascinant parce que ça permet de comprendre un petit peu comment fonctionnent les rouages du système. Donc, voilà. voilà, donc par C'est un peu exemple, comme les télégrammes jadis, quoi. L'authentification forte d'un message, la non-répudiation, l'intégrité, la preuve à divulgation nulle de connaissances, l'anonymat et la mise en gage. Voilà, donc la cryptologie, pardon, c'est la science du secret. Voilà. C'est un art ancien et une science nouvelle que les Spartiates utilisaient déjà avec la citale. Une science nouvelle parce que ce n'est un thème de recherche scientifique et académique que depuis les années 70. Donc c'est lié notamment à l'arithmétique modulaire, l'algèbre, la théorie de la complexité, la théorie de l'information ou encore les codes correcteurs d'erreurs. Aujourd'hui, on parle de lignes de code concernant les algorithmes, etc. Finalement, c'est un petit peu l'ancêtre de certains de ces aspects, quoi. oui, alors et c'est beaucoup plus vaste puisque tout ce qui est science héraldique, par exemple, les blasons, les codes des blasons, avec par exemple la couleur blanc des blasons en héraldique, ça veut dire argent, par exemple. Euh, c'est passionnant cette discipline. Euh, en- qui est toujours d'actualité parce que les t-shirts des joueurs de foot, par exemple, c'est un code héraldique comme nos chevaliers auparavant. Ça revient aux couleurs des livrets, par exemple, bleu, blanc, rouge, etc. Et c'est de la cryptologie. Les bannières, notamment de l'Empire russe, du temps des tsars, c'est aussi criblé, enfin truffé de symbolisme et c'est crypté. Donc c'est véritablement plus vaste que simplement ce qu'on nous laisse à croire maintenant, ce n'est pas lié exclusivement à l'informatique. C'est Oui, beaucoup. c'est ça. Bah, avant, il n'y avait pas d'informatique, donc on avait d'autres techniques. Donc voilà, là, tu nous fais une histoire de la cryptographie, donc on laissera les auditeurs lire tout ça, tête Absolument. reposée. Voilà, on va avancer. Euh, donc, on va aller à l'essentiel, les grands principes de la cryptologie et du chiffrement. On rappelle que la CNIL, c'est la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Au-delà de l'historique de cette commission, les biographies des présidents sont une mine d'informations intéressantes. Encore un sujet à explorer. Alors, il faut quand même relativiser, si je puis dire, sur les biographies, parce que malheureusement, il y a aussi des montages faits dans les biographies. Je pense que la biographie de notre président actuel, à l'heure où nous parlons, est truffée de, comment dire, de bonnes et de mauvaises informations. Comme dirait l'autre, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise situation. Bah là, il y a peut-être des bonnes ou des mauvaises biographies. Ça dépend de sous quel pont on se place. Voilà, entre l'affaire Trogneux, etc., c'est peut-être une des biographies les plus troubles qu'on ait connues jusqu'à présent. Voilà, surtout qu'on traite de l'androgynie et de tout ce qui va avec. Voilà, donc ça, c'est aussi, encore une fois, intéressant à constater. Et puis, donc 25 octobre 2016, mandat présidentiel de Hollande, pré-campagne d'Emmanuel Macron qui représente l'AREM. On rappelle que Macron a quitté le ministère de l'économie, Bercy donc. Il avait pris la succession d'Arnaud Montebourg. Il prétendait qu'il allait créer une forme de start-up nation de petites entreprises et en fait, il avait créé En Marche, La République En Marche, apparemment sur les fonds du ministère de l'économie, entre autres, avec des différents mécènes. Il a été catapulté comme ça, candidat. Et puis, nous avons ensuite 2016, l'année où il fut consacré parmi les jeunes leaders mondiaux de Davos, les Young Leaders, comme cela est titré dans l'article du journal Le Figaro du 16 mars 2016. Donc c'était il y a 10 ans, où on apprend que 121 jeunes de moins de 40 ans sont les maîtres du monde. Voilà.
Ça fait peur des fois. C'est anecdotique, mais une Française, Maëlle Gavet, a également été consacrée vice-président exécutif des opérations mondiales à Priceline, un site américain qui aide à obtenir des tarifs avantageux sur les compagnies aériennes et tous les produits connexes. Diplômée de la Sorbonne et de l'IEP, l'Institut d'études politiques de Paris, considérée comme l'une des principales femmes cadres tech au monde. Elle a déjà travaillé à Ozon, OZON, c'est-à-dire le géant du commerce électronique basé à Moscou, connu comme la réponse de la Russie à Amazon. D'accord. C'est très intéressant. Alors, C'est tout tout au long des justifié. dossiers, il y aura des informations comme ça, annexes, connexes. Dans ces dossiers. J'imagine le boulot de dingue que vous avez dû abattre pour avoir tout ça, quoi. C'est, Oui, oui, non, non, mais c'est voilà, particulier, je bref. vais l'expliquer un petit peu. Je sais. Non, non, mais je le répète quand même, c'est bien de pour ceux qui ont Alzheimer précoce, c'est bien de le rappeler. Donc les usages de la cryptographie, on rappelle: intégrité, s'assurer qu'un fichier n'a pas été modifié; authenticité, être sûr de son origine; confidentialité, protéger ses fichiers de lecture non désirée; fonction de hachage, fonction de hachage à clé; signature numérique et chiffrement. Voilà. Voilà. Alors j'aime bien moi l'étymologie, ça me passionne ça. Cryptologie, ça vient de la science, heu, cryptos j'imagine et logos, non? Oui. Ouais, c'est ça. Il y a du secret parce que le logo, c'est aussi le discours, donc heu, voilà. Alors, En comme c'est truffé, mais vraiment truffé, heu, un bon av Truffaut. par, ouais, 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 cul noir comme les poissons. Il y a plein de définitions parce que finalement, au commencement était le verbe, littéralement, et plus on se nourrit, qu'on nourrit plus on nourrit notre vocabulaire et mieux on sait se défendre, et c'est bien pour ça que, la, la perte, le français est devenu quasiment une langue morte, avec tout ce qui se passe. C'est pour nous fragiliser, et quand on n'a plus les mots pour argumenter, contre-argumenter, expliquer, eh bien on en vient aux mains. C'est aussi trivial que ça. J'ai perdu, t'es à quel numéro de page? Excuse. J'en suis à la page 76. Ah, j'étais plus loin. Donc, par la suite. Non, non, mais parce qu'en fait, je m'arrête à chaque page là parce que c'est important, mais après je vais avancer donc le hachage, voilà, on va passer tout ça. Voilà, et ensuite, La c'est. signature numérique, mais en fait, là, la signature numérique et tout ça, c'est très important parce qu'à l'heure où on enregistre, heu, nous sommes, aujourd'hui, le 4 mars 2026, à l'heure où nous enregistrons cet épisode, mais suivant la date où nous publierons cet épisode, nous serons toujours dans la phase de septembre prochain 2026 avec, l'identité numérique, pour se connecter aux réseaux sociaux et cetera. Donc pour moi, ça s'inscrit justement dans cette, dans ce totalitarisme, heu, d'État, dans cette dystopie, dans cette reconnaissance faciale. Bref, donc pour moi, Eh c'est bien, important de savoir d'où ça vient, en fait. si tu vas à la page 84, on est sur la cryptologie, une arme de guerre. Et là, on se retrouve avec des textes de loi 1990, 2008, etc., ce qui permet de voir le cheminement Alors, justement, avant mondialisé. d'arriver à 84, je suis tombé sur la CNIL parce qu'il faut quand même faire un petit point sur la CNIL. On connaît l'Arcom, anciennement CSA, sur l'audiovisuel. La CNIL, Mhm. c'est connu, mais on n'est pas conscient du pouvoir qu'ils ont. C'est-à-dire que c'est la Commission nationale des informations et des libertés, de l'information et des libertés, qui en fait a beaucoup de prérogatives, mais on s'aperçoit que voilà, ça apparemment, c'est bien dévoyé quand même, puisque tu dis que depuis, 4 ans, donc le 3 mars 2022, la CNIL fait partie des membres du dispositif national d'assistance aux victimes de cybermalveillance et de prévention du risque numérique, piloté par le groupement d'intérêt public Action contre la cybermalveillance. Voilà. Ça me fait penser à Révolu droit avec Valérie Bugeaud, les groupements d'intérêt. Je crois que c'est un peu les mêmes termes. Et donc de ce fait, on a, le groupement d'intérêt public,
a été en mars 2017, juste avant la passation de pouvoir de François Hollande à Macron. Il est plus que pertinent de se pencher sur ce groupement d'intérêt public ACIMA, ACYMA, et de consulter les annexes et références, comme par exemple le plan Robert de 2014, du nom de son rédacteur Marc Robert, enseignant en classe préparatoire. Dans ce rapport de 277 pages, dont le sommaire est rédigé en rouge, pour un enseignant, il s'agit d'un choix de couleur non anodin, détail qui entre dans la cryptologie non informatisée. Il est question de stratégie globale. C'est un des chevrons des mondialistes. Donc ça, c'est important. Donc là, on va aller directement page 84. Là, Donc, voilà. La cryptologie comme arme de guerre. exactement. Et donc, au-delà de ce qui est contemporain par rapport à la technique, donc en lien avec la CNIL, les symboles qui sont ceux de la République entrent dans la cryptologie, puisque tout est crypté, tout est devant nous. La responsabilité que chaque individu a, c'est d'en avoir conscience. Et c'est pour ça qu'au fur et à mesure que l'on allait dans nos recherches, on devenait de moins en moins, comment vous dire, je vais faire simple, je renie tous les symboles qui font la République de France. Voilà. Pardon? Je renie tout ce qui fait la République de France. Ah, De l'hymne national à la devise, au drapeau. mais tu n'es pas, tu es une anti-républicaine, tu es une femme d'extrême droite. C'est ça que certains te diraient. Je Je suis ne te taquine, simplement. hein, je précise. Ben, tu peux, c'est ta bonne Non, parce école. que parce que le terme d'extrême droite, ce qui est intéressant, c'est que chacun a sa façon de le voir. Moi, j'avais appris que le terme extrême droite, c'était ceux qui voulaient renverser la République. Ce qui, pour moi, n'est pas si dénué de bon sens que ça, comme définition. Certains, moi, je dirais, bah, c'est tout ce qui est à droite de la gauche, parce que finalement, quand tu regardes l'échiquier politique, c'est un peu ça. Et puis, certains disent que c'est une référence au nazisme, à Hitler, qui, à l'origine, était quand même national-socialiste. Certains l'ont oublié aussi, hein. Donc, dans national-socialiste, il y a quand même socialiste, hein. Et comme l'extrême gauche a tendance à appeler tous ceux qui ne pensent pas comme eux fascistes, ils pensent que ils oublient surtout que le fascisme est né à gauche. Donc en fait, ils sont les plus fascistes que ce qu'ils dénoncent, en se disant antifa. C'est-à-dire qu'ils veulent contrarier la sémantique en disant non, non, nous on est le camp du bien, on sait ce qui est bien pour les gens, on vous dit comment penser, mais on n'est pas fasciste, on est contre les fascistes. Les fascistes, eux, eh bien, ils sont pires que nous. Mais en fait, ils font un effet miroir, c'est-à-dire qu'ils font un effet boomerang. Parce que le camp d'en face est plus tolérant qu'eux, parce qu'ils laissent toutes les opinions s'exprimer, alors qu'eux interdisent de facto tous ceux qui ne pensent pas comme eux de s'exprimer. Donc ils exercent une censure. Tu vois, c'est la perversion du langage. Et comme ils ont que 2 cuits de poulpe mort, et que ça s'arrête à 5 mots de vocabulaire, dont un facho, parce que facho c'est en top 1, après c'est extrême droite, après c'est nazi, après ça commence à être compliqué parce que bon, quand on sort du Becherel, il y a plus de voilà. Et donc, on voit que c'est ça. Alors, pour toi, qu'est-ce que ce serait que l'extrême droite? Là, je fais une parenthèse qui n'était pas prévue, mais c'est intéressant quand tu me dis, je renie tout ce qui est de la République de France. Alors, en français, ça veut dire quoi justement? Je renie tout ce qui est rattaché au système d'exploitation qu'est la République. La République instaurée en 1789 reprend le modèle romain antique qui est par essence esclavagiste, polythéiste, qui est, et c'est ce système-là remis en place en 1789 que je conchis. Voilà, c'est tout Non, simple. mais c'est très clair. Donc, Et de à ce fait, partir du moment où, mmh, pardon, je ouais, continue vas-y, dans ma lancée. vas-y, À vas-y. partir du moment où on intègre que chaque symbole porté par la République, dont on se reconnaît, dont on se définit, parce qu'on apprend quelques couplets de la Marseillaise à l'école, enfin on apprenait ça de mon temps, on apprend la devise, liberté, fraternité, égalité, c'est franc-maçon, on apprend à défendre le drapeau bleu, blanc, rouge
qui est initialement le Royal Navy drapeau, mais qui est le drapeau de la merde, attends, faut pas que je m'énerve, qui est le drapeau de la marine marchande française, qui a été créé en 1791 ou 93. Le drapeau de la marine marchande française est bleu, blanc, rouge, et sur le galon, les couleurs sont inversées. Donc tu as un galon rouge à la couleur bleue et tu as un galon bleu à la couleur rouge. Donc le drapeau de la République, c'est un drapeau de commerce maritime. Donc, à partir de ce moment-là, il faut accepter d'où l'on vient pour assumer qui l'on est. Moi, je suis béret baguette à fond. C'est la cancoyote, c'est le camembert, c'est les acras, c'est mes racines. Donc oui, je défends la France. Et je me définis ni de droite ni de gauche. De toute façon, à partir du moment où on sait que tout se passe en coulisses, en loge, qui sont tous copains comme cochons, et que dans chaque parti, groupe politique, et c'est fluctuant, c'est malléable, chacun peut s'y retrouver puisque personne n'a envie de saloper le monde. Personne n'a envie de polluer ses champs. Personne n'a envie de souiller son territoire ou le territoire d'autrui. Personne n'a envie de renier ses valeurs, ses racines. Donc, je m'y retrouve aussi bien chez les écologiques que je me retrouve chez ceux qui défendent notre histoire, nos valeurs profondes. Donc voilà, j'ai pas à me issu de la petite bourgeoisie de fils de gendarmes ou d'ouvriers ayant gravi les échelons des libéraux en santé. Eh bien, j'ai baigné dans l'univers de gauche, des parvenus, qui renient, qui oublient qu'ils viennent de la campagne pour la plupart, et qui sont les intellectuels de gauche, qui vont écouter du Brel, qui vont écouter, etc., mais qui valent peanuts. Désolée pour ma famille, mais c'est un peu ça. Voilà, ça c'est une petite pichenette à part. Donc, Oui. voilà, l'extrême droite, l'extrême gauche, ce sont des masques qu'on fait porter à des hommes et des femmes politiques qui sont avant tout francs-maçons, qui s'approprient des valeurs et des principes universels qui peuvent toucher n'importe qui, quel que soit le monde, quel que soit le pays dans lequel on vit, et qui définissent que si tu es écologique, oh, et puis m'énerve. Bref, vous aurez compris. Voilà. Je défends la France et j'honore mes grands-parents. Et je respecte une promesse que j'ai faite à deux personnes qui m'étaient chères. J'espère faire du mieux que je peux. Donc, là, pour le coup, c'est une parenthèse. J'ai promis au dernier patriarche, au dernier grand-père de ma génération, que je ferai tout pour que la tyrannie ne revienne pas en France. J'essaie du mieux que je peux. Et j'avais fait une promesse à mon premier PDG de l'industrie pharmaceutique qui sentait le vent venir, et il m'avait fait promettre de trouver les failles. Et ça remonte à fort longtemps. Voilà. Deux hommes que j'ai profondément en estime. On peut continuer. D'accord. Bah, écoute, c'est très bien tout ça. Alors, loi de ah bah, il faut se détendre un peu, hein, faut rigoler un peu parce qu'on passe nos journées à parler de choses qui sont pas agréables. Alors si on n'a pas un moment, faut péter un coup, hein, c'est voilà, bref. En tout cas, au-delà du fait que nous sommes en guerre, il faut aussi rigoler de temps en temps, hein, c'est Absolument. important. Et rire Alors, aussi. voilà, vous comprenez mieux pourquoi les bustes Marianne androgyne, Marianne et l'Europe, Marianne et l'enfance, désœuvrés, Marianne l'engagée. Moi, je vais j'ai envie de dire Marianne à la plage, après Martine à la plage, ce sera plus simple. Voilà, donc on a ça. Ensuite, la notion de tiers de confiance. Ce que tu as lu là, Nicolas, on peut rester là où tu es. Hein. C'était les noms, les petits noms des timbres de chaque
président de la Ve République. D'accord. Voilà. Alors après, on va avancer. Tu peux montrer les images à l'écran, mais c'est pour que vous sachiez ce qui Oui, vous non, mais attend. voilà, c'est la mise en gage de la France. Ça, c'est intéressant ça. Cryptanalyse. Je te Processus qui laisse permet à regarder. une personne de mettre en gage une valeur ou un énoncé, tout en la maintenant cachée aux autres, avec la possibilité de révéler cette valeur plus tard, en prouvant que c'est bien la valeur qui avait été mise en gage. La mise en gage est conçue de telle sorte que la personne est liée à la valeur mise en gage. Alors, Voilà. personne physique, personne morale, c'est pas précisé, hein. Donc après, accrochez-vous, il y a tout un tas de définitions, que ce soit En fait, ça me rappelle, Charles de Gallia TV ça, le principe de personne, d'individu et cetera. Donc c'est intéressant parce que, définition de personne, c'est-à-dire un sujet de droit doué de capacités et responsable. L'existence de personnes physiques devait, au cours des derniers siècles, s'est révélée insuffisant pour correspondre en particulier aux nécessités d'une économie en expansion. Les juristes ont donc adopté la notion de personne morale. Il s'agit d'une fiction utilitaire dont notamment le commerce et l'industrie ne pourraient se passer. Parmi ces fictions, les associations, les sociétés civiles et commerciales, syndicats, fondations, personnes du droit international. Si la notion de droit est mentionnée, il existe également personne de morale de droit public, de droit privé, d'accord? Une personne morale. Bon, voilà, j'avance un petit peu. c'est Euh, c'est là où c'est très, comment dire, c'est très encourageant, c'est-à-dire que des personnes comme Jean-Pierre et moi, comme la personne que je le suis Charles, régulièrement sur sa chaîne, sur, Charles de Gallia TV, ouais. voilà, et d'autres, on ne se connaît pas, on ne s'est jamais Ouais, rencontrés, ouais. et chacun à notre niveau, en fonction d'un point de départ qui est propre à nous, on en revient tous aux mêmes conclusions. Donc il ne faut pas oublier que nous sommes sur un système maritime et que le seul territoire qui subsiste du royaume, c'est l'Île-de-France, et avec en son cœur Paris, la capitale. Donc il faut toujours naviguer, effectivement, et sans être à voile et à vapeur, n'est-ce pas, puisque c'est maritime. Il faut naviguer avec, J'aime bien, j'aime bien le jeu de mots. mais oui, Pas c'est mal. ça, Roland. C'est-à-dire qu'on est noyé par ça. Désolé, c'est plus fort là que moi là, c'est nerveux. Mais c'est ça C'est la les réalité. nerfs! C'est ça la réalité. Ah, les vols à C'est vapeur, leur ouais. monde à eux, ce sont leurs mœurs à eux. Et Ouais. en rien. Sauf qu'ils sont pas mariniers, hein. Ils mettent pas la marinière comme Montebourg sur la une de Montebourg, il faut distinguer les codes couleurs. La marinière du créateur de parfums qui avait fait Christian Lacroix, c'est ça? Ah oui, c'est ça. Voilà. Le bleu ciel qu'on retrouve sur les codes couleurs de l'île d'Epstein ou d'autres codes couleurs, c'est pas le même bleu que la marinière de ma région de vie. C'est du bleu marine, les marinières à l'origine. Donc, faut pas se tromper de rayure, de couleur, de bleu. Tu vois? C'est important. Il y a le bleu marial, tu as le bleu ciel, tu as le bleu roi. Donc, c'est aussi là-dessus que la cryptologie joue. D'où les codes, c'est une parenthèse, mais les codes, on va dire, qui font l'actualité du moment, qui signifient enfant, bébé, etc., etc. Tout est codé, tout est codifié. À nous de les découvrir. Et nous, on a essayé à notre niveau, comme d'autres au leur. Alors là, Non, mais par contre, tout ça, on va en fait, passer. je vais être honnête avec les auditeurs, c'est une des parties que je préfère dans tous vos dossiers parce que non, non, mais honnêtement, hein, je ne vais pas me mentir, sur 2 500 pages, tout ne m'a pas passionné, hein, c'est logique, on a tous nos voilà et puis c'est après sur la République française, présidence et cetera, j'ai trouvé ça quand même très intéressant. Sur le Covid et compagnie, OK, mais là, sur l'histoire, sur l'étymologie, les définitions, pour ceux qui, comme moi, adorent tout ce qui est langage sémantique et comprendre un petit peu, l'impact des mots
et des définitions. Alors je ne dis pas que je suis infaillible, hein, parfois il m'arrive de rester dans la matrice au niveau intellectuel et de pas vouloir forcément en sortir parce que, bah, le problème c'est qu'après on ne sait pas où on va et l'inconnu, fait toujours peur, c'est normal. Et puis en matière d'inconnu en ce moment, c'est pas ce qui manque, hein. Mais voilà, en tout cas, c'est intéressant de voir que, bah, des gens, comme toi, et Jean-Pierre, comme, Charles de Gallia TV, comme d'autres ont travaillé là-dessus, ont enquêté et j'invite chacun à faire cette démarche-là, et à relayer. Voilà, donc là, tu nous parles du mot liberté avec le sceau. Alors je précise le sceau SCEAU, hein. D'ailleurs, on a le garde des sceaux, heu Et on a le président des Sceaux dont très peu connaissent oui, l'existence. c'est vrai. Donc le président des Sceaux, ce sera justement dans le dossier qui traite du Grand Sceau de France de 1848, dont les institutions ont dégravé la date, puisque historiquement, traditionnellement, à chaque fin de règne, au décès d'un roi, on faisait fondre le sceau qui représentait le règne du roi et l'empreinte, donc ce qui est la matrice dans laquelle on fait couler la cire. Et à chaque nouveau roi, on changeait de sceau en lien avec ce que représentait le roi à ce moment-là. Et donc, en 1848, puisqu'il y a eu d'autres sceaux, d'autres grands sceaux républicains avant, qu'on retrouve dans les dossiers, eh bien, en 1848, ils ont décidé de dégraver le Grand Sceau de France de l'époque Napoléon III. Et donc, jusqu'à aujourd'hui, c'est toujours le même sceau qui scelle, je me répète, mais qui scelle tous les textes fondateurs, donc les constitutions, les lois, on va dire, les plus fortes qui nous emprisonnent depuis lors. Voilà, D'accord. donc C'est ça ça le aussi, on Grand va Tour de pouvoir France? tranquillement Ouais, passer. Après, il y donc a effectivement plein, le plein de principe. définitions pour essayer de savoir dans quel monde on navigue. Donc après, c'est toute une suite de définitions, d'explications et cetera. Après, c'est aussi ça fait aussi la richesse de vos dossiers, c'est qu'on rappelle les bases. Voilà, c'est-à-dire la Oui, sémantique. voilà, Voilà. puisqu'on a en page 98, par exemple, tout un chapitre qui décortique liberté, égalité, fraternité. Je tiens à dire en passant que quand on se base sur des travaux de personnes qui ont déjà travaillé dessus, on les cite. Donc régulièrement, on cite les personnes qui nous ont aidés par leurs propres recherches. Alors que Bah, le contrat n'est pas toujours, automatique. alors techniquement, pour nos dossiers, ceux qui ont été top en la matière, c'est illégal en France. Illégal en France cite nos dossiers Ouais, et je la les en page, remercie parce le que site internet, ouais. Mmh. voilà, eux, ils ont eu la décence et l'intelligence de le faire. Mais on ne va pas revenir sur les sujets qui fâchent. Donc, on Alors je me suis décortique. arrêté à la page, 107. Liberté, égalité, fraternité n'ont pas été inventées par la Révolution. Ça, c'est important de le rappeler ça. Dans un discours sur l'organisation des gardes nationales de décembre 1790, Robespierre propose que les mots «le peuple français» et «liberté, égalité, fraternité» soient inscrits sur les uniformes et sur les drapeaux, mais son projet n'est pas adopté. À partir de 1793, les Parisiens, rapidement imités par les habitants des autres villes, peignent les façades de leurs maisons de cette inscription: «Unité, indivisibilité de la République, liberté, égalité ou la mort». La dernière partie de la formule, trop associée à la terreur, disparaît rapidement. Oui, parce qu'il faut rappeler aussi qu'il y a eu, il y a eu la convention, il y a eu, la terreur, il y avait eu le directoire aussi au préalable. Voilà, on a tous ces régimes-là, de transition, qui durent 2, 3 ans chacun en moyenne, après, la révolution bourgeoise de 1789. Et puis on a l'époque où justement Napoléon, fait son entrée aussi, dans la sphère politique de manière, plus ou moins forcenée, en tant que premier consul.
Moi, c'est une période que j'adorais apprendre à l'école, mais le problème, c'est que j'avais pas conscience forcément à ce moment-là de ce que ça impactait sur le reste, quoi. Comment veux-tu qu'on en soit conscient? L'objectif est de génération en génération de tuer littéralement, la D'accord. mémoire vive. Donc pourquoi et c'est dramatique, les enfants de 39-45 sont ceux qui sont visés par le Rivotril, qui sont en EHPAD ou pour ceux qui enfin voilà, nos anciens d'aujourd'hui sont les gamins, de maternelle, de la Seconde Guerre mondiale. Eux sont les témoins vivants de cette Seconde Guerre mondiale. Et pour effacer cet épisode-là, il n'y a rien de mieux que de les anéantir. Et ensuite, ils vont reconstruire une narrative. Et c'est comme ça que on ignore totalement la réalité de la Révolution ou ce qui s'est passé avec les Chouans, les Vendéens, etc. Parce que au fur et à mesure, ils effacent la mémoire vive. C'est dramatique, mais c'est comme ça. Donc, moi qui ai conservé mes livres de lycée, et oui, j'ai mes livres d'histoire d'anglais, etc., de lycée. Si je compare mes books, mes livres de cours des années 80-90 à ce qui est enseigné maintenant au lycée, j'imagine qu'il y aura des dates qui seront transformées, des informations qui ne seront plus exactement les mêmes. Et on n'est plus dans la géopolitique là, contemporaine, on est sur l'historique. Ça, il faudrait que je compare. Je m'amuserai un jour à faire ça. Donc, on va reprendre le fil du dossier. Donc, pour ça, il faut que je me reconcentre et que je me recentre. Les timbres sont des pactes de sang qu'on nous fait apposer à chaque fois qu'on affranchit une lettre. Le pacte de sang est en lien avec Faust de Goethe, qui était un franc-maçon, on va dire, de la mouvance Isis, Osiris, etc., qui deviendra le Grand Orient. Il y a 2 tomes pour Faust. Je me reprends. Donc, chaque timbre porte un nom et chaque timbre de chaque président de la Ve République, spécifiquement, est exactement ce pourquoi il est en place, en poste à l'Élysée. Donc, le timbre de Macron, je me reprends, hein, excuse-moi, là je te regarde plus parce qu'il faut que je me centre. Le timbre de Hollande, déjà est très orienté. Et très érotisé. On cautionne sans le savoir les biolabs en Ukraine, le trafic humain en Ukraine et tout ce qui est data en Ukraine. C'est ça, le timbre de François Hollande, le président normal. Le timbre de Emmanuel Macron, donc de la mouvance saint-simonienne et plus encore, c'est la mise en gage de la France. On avait commencé à l'aborder à l'épisode 11, où il est en train d'asséner le dernier coup, puisque c'est le dernier président de l'Apocalypse, selon le texte de Saint Jean. Et après, dans ce dossier-là, sont explicités les codes des prêteurs sur gage, la mise en gage, ce que ça inclut, y compris d'un point de vue politique. D'accord. C'est pas réjouissant. C'est pas le Club Med, quoi, mais en même temps, c'est important de comprendre. Voilà. Non, Donc oui, voilà, c'est ça important tout ça, de les auditeurs comprendre. regarderont. Là, on est à la moitié du dossier quasiment. Ouais. Prêt sur gage, Alors, définition, voilà. voilà, tu peux passer. Et en page 114, OK. il y a une capture d'écran d'un article de Gabriel Védrenne qui date du 29 janvier 2014. Donc Mmh. 2014, je reviens sur ce que je disais sur le timbre Marianne de François Hollande, donc 2014, tout ce qui se passe en Ukraine officieusement. Je vous renvoie au tome 2 de la sommation à faire, où j'explique avec les différentes traductions de la chronologie de la guerre, Ben Geber,
Je vous ramène à plusieurs épisodes en arrière. Mais en 2014, ça note aussi l'arrêt des questions de confiance sur tout ce qui est laboratoire de biologique, armes bio, etc. Et cet arrêt en 2014 a été à l'initiative de Bush. Et je reviens au dossier jaune. Donc, c'est intéressant de voir que le thème des tueurs à gages avait été traité de façon officielle. Donc, il nous montre tout. C'est ça qu'il faut comprendre. Tout est sur la place publique, mais on a des œillères et on n'a pas la bonne focale. À nous de frotter les non-œils et de retirer les croûtes qu'il y a dans les angles. Excuse. Frotter les non-œils. Combien faut-il débourser Comment tu veux que je rebondisse après ça? Et ben, on continue les pages. Combien faut-il débourser pour faire assassiner quelqu'un? Je crois qu'il y en a qui auraient des idées en ce moment. 18 400 € par contrat. Bon. Est-ce qu'il y a une cotisation? Est-ce qu'il y a une cagnotte qui est prévue? On ne sait pas. Bref. Et ensuite, il y a un portrait type du tueur à gages. Le tueur à gages est âgé de 38 ans en moyenne et sa victime de 36. J'ai intérêt à m'inquiéter, moi. Moi, je suis plus proche des 36 que des 38 pour l'instant. Alors, ok. D'accord. Tueur à gages. Sorti de son contexte, les gens vont dire, mais quel rapport entre tueur à gages, Covid, etc. Et finalement, la France a été mise en gage, donc on a été vendu. ah, c'est bien ça, je vais m'arrêter sur les salaires. Je ne sais pas s'ils sont toujours d'actualité en 2026, les salaires. Je rappelle que le dossier date de 2021, donc il y a 5 ans, sachant que les députés, les sénateurs se sont augmentés entre-temps. On est à peu près à 15 200 € par mois pour le président de la République et le Premier ministre. Je croyais que le Premier ministre, c'était moins. 10 100 € pour les autres ministres, 9 600 € pour les secrétaires d'État, 7 200 € pour les députés et sénateurs n'exerçant pas de responsabilité particulière comme président et questeur. Mais on nous dit que voilà, c'est pas ça. Si on mettait de moitié, ça changerait pas le principe de la dette, etc. Mais moi, je dis que pour montrer l'exemple, ce serait quand même bien de baisser au moins de moitié les indemnités, parce que vu le résultat, hein, s'il fallait les payer sur le résultat final, ils seraient à moins 10 000. D'accord, donc on a tout ça. OK. Alors ça, c'est une capture d'écran. Ah oui, société.com, Fontenay-sous-Bois, Île-de-France. Alors qu'est-ce que c'est ça? La succursale française basée à Fontenay. Alors, il faut relire tout le paragraphe. Ouais. Pour Le comprendre. cas Bachot est exploré de près. En effet, outre sa carrière dans l'industrie pharmaceutique sur le terrain pour le compte du laboratoire AstraZeneca, ah ouais, la société Sogipharm marocaine pose question. Il ne faut pas oublier que Bachot était encore active en politique lorsqu'elle était chargée de relations publiques pour cette entreprise, toujours active au Maroc, mais dont la succursale française est basée à Fontenay-sous-Bois. Donc, Ah, c'est donc une c'est ça. photo. Ok, c'est miteux quand même. Ok. Ensuite, et là, ça va clôturer la première grosse partie de ce dossier-là, où je fais effectivement un avis au lecteur. Comme ça, on pourra faire dans le prochain épisode la deuxième partie. Voilà, on en est à 1 heure d'émission. Ouais, déjà, oui. On peut peut-être continuer si tu veux, mais on va changer diamétralement d'univers. Là, on va évoquer avec la partie suivante, les académies, donc les immortels, et puis les entreprises du médicament, donc le LEM. On va aussi aborder différents clubs, le club des 100, qui a été évoqué d'ailleurs par Candace Owen, le 21e siècle, le siècle, l'entresol, le club d'Orion. L'épisode précédent, je vous ai montré ce qu'étaient véritablement les instruments des compagnons maçons bâtisseurs avec Attali. Donc là, on va rentrer un petit peu plus dans cet univers-là des clubs, des différents clubs. C'est de façon non exhaustive, mais c'est pour vous montrer l'envers du décor, leur monde à eux,
qu'ils ne veulent pas forcément mettre en avant. Et vous verrez il y a des points de concordance avec l'actualité 2026, alors qu'effectivement, on était en 2021 quand on a monté les dossiers. Si tu veux, D'accord. on continue. Si tu Ouais. veux, on reprend sur un autre épisode. C'est toi qui L'académie. t'enchaînes. Après, voilà, comme ça permet peut-être de faire la transition par rapport au prochain épisode. Comme ça, on recommencera avec l'Académie des sciences morales et politiques. En tout cas, merci à tous de nous avoir suivis pour ce 12e épisode du Devoir de tout dire et du droit de savoir. Et on vous souhaite une bonne soirée et rendez-vous au prochain épisode. Bonne Bonne digestion! soirée.